Merci Madame la Présidente. Ce débat, il est extrêmement grave, il est aussi éclairant. Il nous renseigne sur le fait que les députés de la France Insoumise ne veulent pas protéger nos enfants, tout simplement. Ils parlent de populisme pénal, alors qu'on parle de mise à l'isolement de personnes monstrueuses, de criminels qui attentent à la vie de nos enfants. La question centrale, c'est celle de la réparation. Quelle est la réparation? Et je pense que n'importe quel parent peut se poser la question. Quelle est la réparation pour la famille de Liana après le drame qu'elle subit et qu'elle va subir pendant de longues années? Quelle est la réparation pour la famille victime de Pierre-Alain Cottineau, qui a été candidat de la France Insoumise? Pierre-Alain Cottineau qui a violé des nourrissons, qui a commis des actes de torture contre des enfants handicapés. Quelle est la réparation? La réparation, elle est simple et c'est pas du populisme, c'est que les monstres qui ont commis ça terminent en prison et ne sortent pas de prison. Alors vous n'avez pas de mots assez durs, de mots assez outranciers pour défendre les enfants de Gaza. On aimerait que vous défendiez un petit peu les enfants de France. La parole est à Madame Bala Gelmariti. Or, pardon de le dire, et je m'en excuse auprès des parents qui ont été victimes d'agresseurs sexuels et auprès de leurs enfants aussi dans les lieux périscolaires. Dans les lieux de placement, il y a des enfants qui meurent chaque année. Pas un, pas deux, plusieurs dizaines. Et en plus, c'est la partie immergée de l'iceberg. Le ministre de la Justice disait que 6 jeunes filles prostituées sur 10 sortaient des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et pardon, je veux le dire très calmement, très simplement, on n'adresse pas du tout cette question-là dans ce projet de loi. Voilà. Sur ces amendements-là, moi je comprends la crainte des lieux de vie, parce qu'on a aussi un autre problème. On a une forme de bureaucratisation qui nous rattrape. On est tous saisis par des parents, ou par des familles dans nos circonscriptions qui ne comprennent pas des décisions administratives, des décisions froides qui s'appliquent sur les questions sociales. Je pense à la question de la protection de l'enfance, mais aussi à la question du handicap. Moi, je comprends que ces lieux de vie qui ont une identité et un ADN particulier ont peur d'être attrapés par la grosse machine qui va les faire entrer dans les cases et qui va venir faire du contrôle tatillon. Là, il faudrait avoir une forme de compréhension de leur projet. Je pense que la crainte de l'intégration dans les schémas départementaux viennent de là. Je comprends aussi les départements qui veulent savoir où il y a des places, savoir pour pouvoir mieux piloter. Mais on ne sait pas mettre le curseur. Il n'y a pas, je vous le dis Madame la Ministre, peut-être qu'il est encore temps de rattraper ça au Sénat, il n'y a rien sur plus de contrôle là où on met les enfants les plus fragiles, les plus vulnérables de notre République. Oui, merci Monsieur le Président. Eh bien, écoutez, moi j'ai un sérieux doute sur la volonté d'avancer du gouvernement. Le 2 août 2022, je venais d'être députée et j'ai posé une question au gouvernement sur les contrôles. Sur les contrôles, voilà ce que je disais. Il semble qu'il n'est pas prévu non plus dans la loi un contrôle extérieur et régulier des établissements, associations et familles d'accueil hébergeant les enfants placés, alors que la Cour des comptes pointait en 2014 des contrôles trop rares. 39 établissements publics contrôlés en 5 ans. Aujourd'hui, on est plusieurs députés, dont moi, à avoir déposé des amendements pour augmenter les contrôles ou augmenter la capacité de contrôle. C'est-à-dire, personnellement, j'en ai déposé pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent effectuer les contrôles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, c'est à Lille, dans le cadre justement d'un déplacement de la commission de l'ASE, ou à la préfecture de Lille, on m'avait expliqué qu'en fait, on n'avait pas assez de gens aptes à contrôler. Donc, il faudrait ouvrir. On est plusieurs du Rassemblement national à avoir déposé des amendements pour améliorer ces contrôles. Et notamment, moi, j'en avais déposé un sur, au lieu de peut prescrire, doit prescrire. Et bizarrement, tous nos amendements ont été déclarés irrecevables. Alors, eh bien, pour nous, la réponse est oui. Pour nous, la réponse est oui. Il s'agit des crimes les plus graves commis sur les plus fragiles d'entre nous, les enfants, à plusieurs reprises, et j'ajoute avec actes de torture et de barbarie. Je pense évidemment à l'affaire de Squarnet, à d'autres affaires. On a eu exactement les mêmes débats au moment de l'imprescriptibilité sur, pardonnez-moi, je reprends une expression du juge Durand, des gardiens du temple.
Et ici, on va entendre les gardiens du temple. Voilà, les gardiens du temple, ceux qui savent ce qui est bon, ceux qui savent ce que doit être la peine, ceux qui savent quelle est la place de l'humanité dans la peine. Eh bien, nous pensons différemment. Nous avons réussi à modifier les choses sur l'imprescriptibilité. Donc, on a fait sauter un verrou des gardiens du temple et nous souhaitons faire sauter l'autre verrou des gardiens du temple sur la perpétuité, sur les crimes sériels sur les enfants avec actes de torture et de barbarie. C'est-à-dire Donc l'enquête le concernant révèle qu'il est vraisemblablement à la tête d'un réseau pédocriminel avec plusieurs complices, administrateur d'un groupe Telegram dans lequel il partage des vidéos de viols pédocriminels filmés à son domicile sur une fillette handicapée de 4 ans. Il communique avec au moins 4 auteurs pédocriminels, dont 2 récidivistes, en leur proposant de mettre à disposition les enfants pour commettre sur eux les viols, des agressions sexuelles aux enfants. Il les met sous soumission chimique, Xanax, somnifères, poppers. Début 2023, il viole un nourrisson de 5 mois. Le premier enfant confié par l'aide sociale à l'enfance après l'obtention de son agrément. Une seconde victime est un nourrisson de 3 mois, placé chez lui début 2024. Un garçonnet âgé de 2 ou 3 ans, éveillé et parfois endormi, subit des sodomies en série par plusieurs hommes. L'enfant est accueilli chez Monsieur Cotineau sur des courts séjours lors de l'été 2024. Voilà, nous estimons... Est-ce que je peux terminer? Nous estimons qu'il s'agit des crimes les plus graves que l'on peut adresser à un être humain qui est un nourrisson de façon répétée en soumettant ces nourrissons à des viols d'autres adultes. Et nous pensons que ces crimes méritent la perpétuité. Enfin, un texte qui affirme que les auteurs des crimes les plus monstrueux commis contre des enfants doivent encourir la peine la plus lourde prévue par notre droit, la réclusion criminelle à perpétuité. Il faut avoir le courage de dire les choses. Violer un enfant, c'est lui voler son enfance, c'est briser son innocence, détruire sa confiance, condamner une vie entière à porter un traumatisme qui, bien souvent, ne s'effacera jamais. Cet article est une avancée. Il étend la réclusion criminelle à perpétuité aux viols les plus graves commis sur des mineurs de moins de 15 ans et renforce la période de sûreté. C'est une réponse à la hauteur de l'horreur de ces crimes. Parce qu'un enfant violé est, lui, condamné à perpétuité. Il n'existe aucune remise de peine pour un traumatisme d'enfance, aucune libération conditionnelle pour une confiance brisée à 7, 10 ou 13 ans. Ce sujet aurait dû nous rassembler. Il aurait dû faire l'unanimité, mes chers collègues, sur tous les bancs. Mais comme à chaque fois, lorsqu'il s'agit de durcir les peines, la gauche vient nous expliquer qu'il faut préserver les droits du condamné, ici des pédocriminels. Penser à sa réinsertion, leur laisser l'espoir d'un retour à la liberté. C'est tout ce qui nous oppose. Vous continuez de chercher des excuses, des circonstances et des perspectives de réinsertion pour le criminel. Nous ne cherchons qu'une seule chose, protéger les enfants et empêcher qu'il y ait une victime de plus. Car lorsqu'il s'agit de pédocriminalité, le moindre risque de récidive est déjà un risque de trop. Qui, ici, est prêt à prendre le risque qu'un seul enfant de plus soit détruit au nom d'une seconde chance accordée à son bureau? Pas nous. Merci, Madame la Présidente. Madame la rapporteure, en commission, ce n'était pas un avis défavorable, vous avez donné un avis de sagesse. Un avis de sagesse parce que vous m'avez dit que c'était justement dans le texte au niveau de l'alinéa 34. Donc pour rappel, je vais lire l'alinéa 34. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées au premier alinéa du premier article. La durée de cette mesure est limitée à 6 mois. Lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive par la juridiction compétente. Cela veut dire qu'en fin de compte, tant que l'enquête pénale n'est pas aboutie, alors qu'elle dure plus de 6 mois, c'est-à-dire que la personne pourra reprendre le travail au-delà des 6 mois,
alors que le préfet ne peut que le suspendre que pour 6 mois. Alors que les magistrats nous ont avertis, donc aujourd'hui nous laissons en fin de compte nos enfants sans protection à partir du moment où cette personne pourra reprendre une activité auprès de nos enfants. Et ça, je ne trouve pas ça normal. Nous parlons tout à l'heure de protéger les enfants par rapport à ces criminels, par rapport à cet acte de barbarie, mais apparemment je vois que là vous ne prenez pas la bonne décision. Je vous remercie. Merci monsieur le député, je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu Et il faut accompagner nos juges, nos magistrats dans cette révolution. On voit bien le retard qu'on a sur la façon d'appréhender les violences faites sur les enfants. Le retard psychologique, le retard de compréhension. Donc moi, je pense qu'il faut un électrochoc. Et l'électrochoc, c'est dans la loi qu'on le met. Voilà. En tout cas, c'est ma conviction. Parce que je pense qu'il faut une révolution. Donc évidemment, on soutiendra l'amendement de Maudepetit. Et après, j'ai du mal à comprendre, sur les amendements précédents, qu'on nous dise finalement c'est déjà satisfait. Ok, si c'est déjà satisfait, alors personne ne respecte la loi. Parce que du coup, on remet des enfants, on oblige des enfants à être en contact avec leur agresseur. Il y a une autre chose que vous avez dit, j'étais estomaquée avant l'autre prise de parole. Vous avez dit sur le privé lucratif pour la protection de l'enfance qu'il ne fallait pas faire obstacle à la liberté d'entreprendre. Mais vous êtes sérieuse ? Honnêtement, je n'ai pas de mots là à cette heure-ci pour vous dire à quel point je ne comprends pas en tant que ministre de la République votre position. La liberté d'entreprendre, vous savez ce n'est pas possible. On parle du privé lucratif. Du privé qui fait de l'argent sur le dos des enfants placés. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait investir dans la protection de l'enfance de manière cynique parce que ça rapportait de l'argent. C'est comme avoir un puits de pétrole dans son jardin, avoir des enfants placés chez soi. C'est exactement ce qui a conduit Châteauroux, le scandale de Châteauroux. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Vous avez parlé, et à juste titre, des problèmes de prostitution sur les enfants mineurs qui peuvent être confiés à l'ASE. Je rappelle que 11 000 victimes d'exploitation sexuelle en France sont des mineurs de moins de 15 ans et on sait que les publics issus de l'ASE sont encore plus nombreux en pourcentage que les autres sur ces besoins. J'avais déposé un amendement justement qui permettait de donner le pouvoir aux assistants d'empêcher les enfants de sortir la nuit pour éviter justement qu'ils rejoignent les réseaux de prostitution. Malheureusement, il a été jugé cavalier, mais je pense que sur ce texte, Madame la Ministre, c'est un trou dans la raquette. On ne peut pas aujourd'hui interdire à un enfant mineur de sortir, même si on sait qu'il risque de rejoindre un réseau de prostitution. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait vraiment se pencher parce que ce sont nos enfants qui sont en danger dans ce genre de cas. Monsieur Monnet. Alors cet article correspond exactement à ce que le Rassemblement national réclame depuis des années. Une sévérité à la hauteur pour les violeurs et les agresseurs sexuels. Une sévérité à la hauteur pour les actes de pédocriminalité. Car certains profils sont incurables et l'actualité nous le rappelle chaque jour. Face à ces gens incurables, la seule protection efficace est leur mise à l'écart durable de la société. Face à ces drames qui se succèdent semaine après semaine, il revient au législateur de reconnaître l'inefficacité des politiques pénales qu'il a lui-même mises en place et qui ont installé le laxisme dans notre système judiciaire. Pour ces individus qu'aucun dispositif de réinsertion ne réinsérera jamais, la sécurité des Français exige 3 instruments. Les peines planchers, l'intangibilité des peines prononcées et une perpétuité réelle, incompressible, dont le champ doit dépasser les seuls cas prévus par le texte. Je vous remercie. La parole est à Madame Bala Gelmariki. Monsieur Odoul, vous venez de vomir votre haine sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée. Vous salissez l'honneur des victimes qui parlent. Vous salissez la parole de celles et ceux que nous croyons. Franchement, sortez d'ici, sortez d'ici. Sortez d'ici, c'est indigne ce que vous avez fait, indigne. Indigne. Bien, voyez-vous, quand on est victime d'inceste, quand on a été victime de viol mineur, eh bien, vos propos ne réparent rien. Vos propos ne réparent rien. Ce qui répare, c'est pas la vengeance. Ce qui répare, c'est pas la réclusion à perpétuité. Ce qui répare, c'est la parole qui est crue.
Ce qui répare, c'est une famille protectrice. Ce qui répare, ce sont des adultes qui protègent enfin l'enfant qui a parlé. La présidente, le viol d'un mineur de moins de 15 ans est l'un des crimes les plus odieux que puisse connaître notre société. Or, la rédaction proposée par cet article subordonne la possibilité de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité à l'existence d'un concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. En d'autres termes, un criminel ayant violé un enfant ne pourrait encourir la peine la plus lourde que s'il est établi qu'il a également fait d'autres victimes. Une telle condition est incompréhensible. Elle revient à instaurer une forme de seuil dans l'horreur, comme si un premier viol commis sur un enfant de moins de 15 ans ne relevait pas à lui seul une dangerosité criminelle exceptionnelle justifiant la sanction la plus sévère prévue par notre droit. Donc cet amendement proposé par les députés de la droite républicaine supprime donc cette condition injustifiée afin que la réclusion criminelle à perpétuité puisse être encourue dès le premier viol commis sur un mineur de moins de 15 ans. Merci. Alors nous allons voter pour cet amendement de Madame Miller. Et j'en profite, je prends la parole pour en profiter pour dire qu'on recherche une juste peine parce qu'on pense aux victimes. Mais moi, je suis assez triste que l'amendement que j'avais présenté pour supprimer le sursis en cas de viol sur mineur ait été déclaré irrecevable. Il devait figurer après l'article 11 ter. Parce que, voyez, on est en train de parler de perpétuité. Mais voyez, dans la vie réelle, il y a beaucoup de grands-pères qui pratiquent des agressions sexuelles sur leurs petites filles et qui ont des peines intégralement assorties du sursis. Je vous cite la dernière, mais il y en a des dizaines. La dernière, c'était au tribunal de Meaux, en octobre 2025. Et c'est un grand-père qui a violé sa petite fille à partir de l'âge de 4-5 ans jusqu'à l'âge de ses 11 ans. Et il a pris une peine avec sursis. Donc je regrette vraiment que mon amendement ait été déclaré irrecevable et je compte que la prochaine fois qu'on parlera de ces sujets, mais je compte que mes amendements soient reçus et qu'on en discute. Ça mérite d'être... Le cadre, mais je dois dire, Madame la Ministre, que vous êtes quand même une excellente comédienne parce que il y a quelques instants, vous venez de nous parler du budget historique annoncé par le garde des Sceaux pour la justice qui serait augmenté de 400 millions l'année prochaine, passant de 10,6 milliards à 11, mais ramené à l'inflation, qui sera de 2,5% cette année, cela ne fait que 165. Et là, ça fait moins joli sur le papier. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, ce même gouvernement, pour faire face à la crise au Moyen-Orient, au lieu de bloquer les prix du carburant, a annulé 3,2 milliards d'euros sur le budget de l'État, dont 414 millions pour la justice. Et donc, le budget qui est en cours n'est pas celui qui était passé par 49.3. Et lorsque vous parlez d'une augmentation de 165 milliards, alors que vous venez d'en annuler 414 millions il y a quelques semaines, je trouve que la manœuvre est un petit peu grossière. Mais ce... Lorsque ce même enfant va à la cantine, il y a objectivement une zone d'ombre, et on sait tous, et vous avez suffisamment travaillé le sujet pour le savoir aussi, que c'est dans la zone d'ombre que le prédateur peut plus facilement passer à l'acte. Et il est hors de question pour moi, et pardon, mais là-dessus, je me permets de réagir de manière un peu plus catégorique, il est hors de question pour moi de stigmatiser qui que ce soit. Précisément, c'est pas une mesure dolosive. Précisément, c'est pas une mesure dolosive. Il ne s'agit pas de pointer les gens du doigt, de faire des fichiers, des machins, etc. Il s'agit juste de dire que quand on confie son enfant à une structure qui s'appelle, en tout cas un bâtiment qui s'appelle l'école, on sait qui s'occupe de ses enfants à l'intérieur. Ça ne me paraît pas honnêtement stigmatisant pour qui que ce soit et c'est plutôt protecteur. Merci, c'est un scrutin public qui nous appelle. Tout le monde... Et puis, je vous rejoins sur quelque chose, c'est quoi un contrôle ? Parce que moi j'en ai vu par exemple là où je travaillais un contrôle, c'était un contrôle de sécurité. Donc c'est intéressant, hein, je veux dire c'est important ces contrôles de sécurité, mais c'était pas un contrôle sur les questions éducatives, sur les conditions d'accueil, c'était un contrôle sur les issues de secours, sur les matériels utilisés en pouponnière.
Et pendant ce temps-là, moi j'étais dans une pouponnière où l'alerte avait été donnée par les professionnels avec des articles 40 pour mise en danger des bébés et on n'a rien fait. On a laissé 68 enfants s'entasser dans une pouponnière normalement prévue pour 36 personnes. Et je peux vous dire qu'en attendant, c'est des enfants qui se sont dégradés, qui ont vécu le syndrome de l'hospitalisme, et c'est là où nous sommes allés d'ailleurs en commission d'enquête. Donc franchement, là on est en train d'essayer encore une fois de bricoler, de se donner bonne conscience et en plus de ralentir le processus de contrôle parce que les rendre conjoints, je pense qu'on rend plus complexe la question initiale. Donc franchement... Monsieur le Président, mes chers collègues, les lieux de vie et d'accueil répondent souvent à des situations complexes qui dépassent les frontières d'un département. Pour certains enfants, être éloignés de leur environnement habituel est même indispensable pour les protéger d'un réseau, d'une emprise ou de violence. Notre amendement demande donc que les schémas départementaux ne raisonnent pas uniquement à partir des besoins locaux, mais tiennent en compte cette vocation entre les départements. Il ne s'agit ni de réduire les contrôles, ni d'imposer une planification rigide. Il s'agit de préserver des solutions rares et adapter aux enfants les plus vulnérables. J'espère, Madame la rapporteure, que vous aurez un avis plus vertueux que les avis négatifs que vous donnez à tous les amendements du Rassemblement national depuis hier. Pensons à nos enfants, ça doit tous nous réunir. Merci. Madame la rapporteure, défavorable. Sur le 7 ter, j'ai une intervention. Madame Ménaché. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Le groupe Rassemblement National votera l'article 7 ter, mais ne nous en félicitons pas trop vite, cet article ne fait que réparer 20 ans d'aveuglement. 20 ans que nous sommes alertés sur les séjours de rupture organisés à l'étranger, sans contrôle, sans statut clair pour les mineurs qui y sont envoyés. 20 ans que les majorités successives ont regardé ailleurs. Il aura enfin fallu attendre ce texte pour qu'on ose enfin écrire noir sur blanc que ces séjours se déroulent sur le territoire national sous autorisation ou qu'ils ne se déroulent pas. Mais à peine posée, cette interdiction est déjà affaiblie. D'abord, elle n'est assortie d'aucune sanction pénale. Une interdiction que rien ne sanctionne n'engage donc personne. Ensuite, les structures déjà autorisées à la date de promulgation seront dispensées du contrôle renforcé. Résultat, 2 catégories d'enfants selon la seule ancienneté de la structure qui les accueille. Enfin, le renouvellement du séjour jusqu'à 6 mois reste décidé par la seule administration, sans que le juge des enfants n'ait jamais son mot à dire. Nous voterons cet article, mais nous ne laisserons pas le gouvernement se satisfaire d'un texte à moitié fait. Merci. Et j'aurais aimé que le ministre, le garde des Sceaux, soit au banc parce que avant-hier, il est venu nous annoncer en grande pompe qu'il y allait avoir 400 millions de plus pour la justice et que le budget de la justice allait passer de 10,6 milliards à 11. Alors, il y a quelques semaines, il a annulé 414 millions d'euros sur le budget de la justice, donc je trouve ça un petit peu croustillant. Et ramené avec l'inflation qui sera de 2,5% en fin d'année, ça ne fait que 135 millions d'euros en plus pour 2027, ce qui est largement insuffisant eu égard à l'ensemble des gels de crédit et d'annulation depuis 5 ans décidés en cours d'année après l'adoption des budgets. Et surtout, ça ne permettra pas de remettre la France à la hauteur. Ce qui est dramatique, c'est que depuis le début de ce débat, vous, sur ces bancs, à gauche, vous défendez la liberté de ces voyous au lieu de défendre ces enfants. Nous passons des minutes entières, nous passons des heures entières à essayer de vous faire comprendre qu'une société, une nation, elle doit aussi sanctionner, elle doit aussi envoyer des signaux de fermeté. Nous devons lutter contre le laxisme ambiant. Raison pour laquelle nous, le groupe de la droite républicaine, non seulement est favorable aux 30 ans, mais demande la perpétuité réelle pour les plus odieux de ces monstres. Pensons aux enfants, à leurs familles, pensons... Pourquoi ? Parce que cela signifie que si on est dans votre logique, tous les membres du Rassemblement national seraient complices de Madame Le Pen. Et je ne le pense pas. Et ça veut dire que quand vous avez une brebis galeuse quelque part, ça contamine tout le troupeau, et je ne le crois pas. Aujourd'hui, ça veut dire que vous allez assigner à résidence des enfants parce que leur père est meurtrier, donc ça serait des enfants de meurtriers, donc on va leur mettre sur la tête toute l'année les meurtriers, parce qu'il y a des députés qui ont des collaborateurs qui font des erreurs. C'est de la faute des députés? Non. Aujourd'hui, les gens doivent être en responsabilité eux seuls, et on ne doit pas aller porter le discrédit sur tout l'entourage parce qu'une personne pour laquelle vous n'avez aucune possibilité d'agir jette le discrédit sur tout le monde. Donc j'aimerais vraiment qu'on arrête ce genre de propos. Aujourd'hui,
on est chacun responsable de son propre, de soi-même. Et honnêtement, si vous aviez dans votre entourage, imaginez, vous êtes pour le moment présumé innocent, mais imaginez vos enfants ou votre famille, Monsieur Odoul. S'il vous plaît, Monsieur Odoul. Imaginez, Monsieur Odoul, si vous êtes condamné dans quelques mois et qu'on traite votre entourage de la manière dont vous venez de le faire à l'heure actuelle. Eh bien, c'est anormal. Et moi, j'aimerais vraiment que dans ce pays, on arrête de stigmatiser toute une population parce qu'une personne fait une erreur. Et vraiment... Merci Madame la Présidente. Le groupe UDR soutiendra évidemment cet article 12, mais j'en profite quand même pour revenir sur le fait qu'on aura beau légiférer, c'est bien de légiférer, mais il faut donner les moyens à notre justice de travailler. Madame la Ministre, tout à l'heure, vous disiez que vous mettez en place des moyens qui sont exceptionnels, toujours dans cette auto-congratulation très macroniste, mais ça fait 10 ans que vous êtes aux responsabilités. La réalité, c'est que la criminalité dans notre pays augmente depuis 10 ans, et même avant. Qu'on a un moyen de la justice qui est très insuffisant. C'est 0,20% du PIB pour la France, c'est 0,40% du PIB pour l'Allemagne, donc c'est le double. Et la moyenne européenne, elle est à 0,37%. Donc on est encore très au-deçà des moyens nécessaires pour garantir une réponse pénale efficace dans notre pays. Donc on aura beau légiférer tant qu'on veut dans cet hémicycle, tant qu'on ne donnera pas les moyens réels à notre système judiciaire de fonctionner, à nos magistrats d'avoir des vraies réponses pénales, c'est indispensable. Où sont les places de prison qui avaient été promises par Emmanuel Macron? Elles sont... Merci Madame la Présidente. C'est pour poursuivre le débat sur les questions de la justice. D'ailleurs, il faut quand même rappeler que la justice, c'est le moins richement doté des fonctions régaliennes de l'État, puisque c'est moins de 2% des dépenses de l'État. Mais moi, je ne conteste pas l'augmentation. Mais Madame la Ministre, ça ne vous aura pas échappé, ce n'est pas un PJL sur la justice. C'est un PJL sur la protection des enfants. Donc vous admettez clairement qu'il n'y aura pas de moyens supplémentaires pour la protection des enfants. Vous dites que les seuls budgets qui augmentent, c'est la justice et l'armée. Par contre, l'aide sociale à l'enfance, quels moyens supplémentaires? Rien. Dans l'école, premier lieu d'identification, rien. Donc il n'y aura pas de moyens supplémentaires pour protéger les enfants. Il y aura des moyens supplémentaires pour la justice, et c'est très bien, mais pas pour le reste. Et le reste, c'est quand même l'objet de cette proposition de loi. Merci, Monsieur le député.